Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Nous sommes dans la seconde revue littéraire du comptoir. Et aujourd'hui, nous allons revoir ensemble un livre très connu, d'une série à succès. Nous allons voyager entre deux continents, entre l'Afrique, la Terre-Mère et les États-Unis. Hello! Mais avant que nous dive in un peu plus sur ce livre, je vous fais un petit rappel du dimanche. N'oubliez pas d'écouter cet épisode, de le partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé, mettre des commentaires sur Apple Podcasts pour la team Apple ou bien sur YouTube et pour les plus flemmards sur Instagram. Comme d'habitude, prenez place, hydratez-vous and get ready. Alors, nous allons parler de quoi comme livre? Avez-vous deviné? Je pense que oui, je ne vois pas comment vous n'avez pu ne pas deviner. Nous allons parler du fameux livre de Issa Rae qui s'intitule The Misadventures of Awkward Black Girl. Ce livre, c'est un livre quasiment autobiographique de Issa Rae, de la vie d'Issa Rae. Nous allons parler de ce livre. C'est un livre que j'ai eu l'occasion d'écouter. Oui, ça fait bizarre de dire, ça fait un peu même contre nature. Mais oui, c'est un livre que j'ai écouté via une application pour les livres audio. Et donc, à la fin de cet épisode, je vous dirai si je suis team livre papier ou plutôt team audio. Parce que c'était vraiment une expérience assez atypique. Bref. Mais avant qu'on parle de ce livre, je vais vous présenter Issa Rae pour ceux qui ne la connaissent pas très rapidement. Donc, qui est Issa Rae? Issa Rae est une jeune femme afro-américaine et sénégalaise. Elle est née le 12 janvier 1985. Elle a grandi toute sa vie à LA, California. Bref, j'arrête mes bêtises. Et elle a également vécu une partie de sa vie au Sénégal. Nengadef? Donc voilà, son papa est sénégalais, sa maman est afro-américaine from Louisiana. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi aussi, c'est la productrice, l'écrivaine qui se cache derrière la série à succès qui est Insecure. Je pense que pour ceux qui suivent les plateformes afro, vous n'avez pas pu passer à côté de cette série à succès qui a gagné pas mal de prix aux États-Unis, que ce soit aux BET Awards, que ce soit des Emmy, enfin plein de prix depuis un moment. Donc, c'est Issa Rae qui se cache derrière cette série à succès. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, et là je parle notamment aux fans de Insecure, que la saison 5 revient le 24 octobre. Donc, let's get ready. J'attends ce moment avec impatience. On va suivre les aventures de Condola, de Lawrence, de Molly et Andrew. Bref, je n'en dis pas plus. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, j'espère que cet épisode vous donnera envie de découvrir la série Insecure et d'être prêt pour la saison 5 qui arrive le 24 octobre. Bref. Donc voilà qui est Issa Rae. Question contexte. Pourquoi j'ai lu ce livre? Parce que voilà, moi j'ai regardé Insecure il y a à peu près un an et demi. Et c'est vrai que j'ai regardé Insecure, mais après j'ai vaqué à mes occupations et je voyais souvent Issa Rae qui était récompensée, qui est souvent nommée, citée dans pas mal d'interviews. Et je me suis dit, bon, je ne savais pas quoi lire. Je voulais lire un livre tranquille, facile, easy, et je voulais tester un livre audio. Et c'est comme ça qu'après avoir fait 1001 essais de livres audio, je suis tombée sur le livre d'Issa Rae. Et je me suis lancée dans l'aventure du livre audio. Ah là là, quelle aventure! Déjà, parlons du ton. Moi, ce que j'ai aimé en lisant ce livre audio, c'est tellement bizarre de dire ça, mais bref, on reviendra à ça à la fin de l'épisode, c'est la voix d'Issa Rae. Parce qu'il faut savoir que quand vous écoutez le livre audio en version américaine, c'est la voix d'Issa Rae. Et Issa Rae, pour ceux qui ont l'habitude de regarder Insecure, elle a une voix particulière, elle a une intonation particulière et j'aime bien. Et écouter son livre, c'était vraiment agréable parce que vu que c'est un livre autobiographique, il y a des moments très drôles. Elle va te mettre dans son mood, dans son univers. Elle va faire des intonations quand elle parle un peu en mode slang, quand elle essaie de rapper, quand elle parle français, quand elle parle wolof, quand elle est en vacances au Sénégal. Et ça, c'est agréable d'écouter. Donc moi, j'ai trouvé ça déjà très... en termes de ton, je trouve ça très sympa. Il faut savoir que pour ceux qui vont le lire en version audio, vous en avez pour 5 heures, un peu moins de 6 heures. 5h50, je crois, un truc comme ça. Moi, je l'ai lu en version speed classique.
En 3 jours, c'est bouclé. Hein. Franchement, en 3 jours, vous l'avez lu, c'est bouclé. Euh, le livre s'écoute très simplement, très facilement. Ça commence dès le départ, ça commence avec Issa qui te raconte d'où vient son nom son nom de scène qu'on connaît tous, qui est Issa Rae. Comment ce nom lui a été donné par une de ses amies. Elle t'explique d'ailleurs c'est trop drôle. Elle t'explique dans son livre comment, quand elle était jeune, à l'école, comment c'était difficile pour les professeurs de dire son nom. Parce qu'il faut savoir que le nom de Issa, c'est Joe Issa Rae Diop. Pour moi, Diop, c'est pas un nom très compliqué, mais bon, je peux imaginer que il faut savoir que Issa, on en reviendra tout dans quelques instants, elle a grandi dans des quartiers plutôt bien corrects, classe moyenne haute aux États-Unis. Donc j'imagine à majoritaire blanche. Donc je peux comprendre que pour une américaine, ce soit compliqué de dire Diop, mais je trouve qu'il y a bien plus compliqué. Bref. Et donc dans le livre, elle commence à te raconter d'où vient le mot, d'où vient son nom aujourd'hui connu, Issa Rae. D'ailleurs, elle a un autre nom qui est Joe Issa. J'aime pas ce nom, je trouve ça trop terrible. Bref. Donc voilà. Alors, le livre se découpe en plusieurs chapitres qui sont assez bien faits. Il y a un chapitre qui est assez intéressant qui s'appelle Fat. Donc, c'est juste après l'intro et après le chapitre ASL. Et c'est un chapitre que j'ai trouvé assez intéressant parce que en fait, elle te parle de son rapport avec le corps et des codes de beauté au niveau de d'être mince, quoi. Et elle te parle de comment son alimentation a évolué au fil du temps. Parce qu'il faut savoir que Issa, quand elle était jeune, elle mangeait beaucoup de fast-food, beaucoup de viande. Et elle t'explique comment au fil du temps, elle a réduit sa consommation de viande et comment ça lui a parfois valu des problèmes, notamment quand elle allait en vacances au Sénégal et qu'on lui disait qu'on se moquait un petit peu d'elle, quoi, concrètement. Ça, c'est un chapitre qui m'a beaucoup fait rire. Et d'ailleurs, tout le long du livre de Issa, c'est très, très drôle quand elle te raconte quand elle rentre au Sénégal, comment elle galère et tout ça. C'est très, très drôle. D'ailleurs, elle a vécu une partie de sa vie au Sénégal. Elle te raconte comment, étant adolescente, ses premiers émois, comment elle voulait avoir des relations sexuelle, comment elle allait sur des sites de rencontres draguer des hommes qui étaient bien plus vieux qu'elle et comment, bien évidemment, parce qu'elle était mineure, elle n'utilisait pas sa propre photo mais des photos de femmes avec des cheveux raides, beaucoup plus clairs de peau. Donc j'ai trouvé ce passage assez drôle et tragique à la fois, dans le sens où tu es en mode waouh, c'est-à-dire que tu as choisi la version d'aller sur internet parce que tu voulais pas affronter le monde réel et c'est triste en fait. Moi j'ai trouvé ça drôle parce qu'elle le raconte de manière très drôle. Mais quand tu y réfléchis 4 secondes, c'est assez tragique quand même de te dire que ouais, enfin il y a un problème de self-esteem qui est normal à cet âge-là. C'est normal, on est tous passés par là. Et c'était assez intéressant. Mais je vais pas vous mentir, moi il y a un chapitre que j'ai trouvé iconique. C'est le chapitre qui m'a vraiment fait basculer de je écoute un livre parce qu'il faut l'écouter à je te kiffe. Et moi, j'ai toujours ce moment-là, quand je lis un livre, quand je regarde une autobiographie, il y a toujours un moment où je vais basculer dans... Soit je me dis, j'ai perdu mon temps, soit je suis en mode, j'adore. Et le chapitre qui m'a fait basculer de l'autre côté de la force, c'est le chapitre qui s'appelle ABG Guide, Public Connecting with Other Blacks. Alors ce chapitre est juste incroyable. Vraiment. Je pense que vous n'êtes pas étonnés. Vous savez que je suis une femme afrodescendante. D'accord. Donc ça, on ne va pas revenir là-dessus. Et dans ce chapitre, en fait, Issa Rae te fait une liste de différents types de noirs qui existent. Et elle t'explique en fait la complexité des dynamiques qu'il y a dans la communauté noire. Bien évidemment, elle se base en tant qu'afro-américaine, mais c'est très... Tu peux transposer ça dans toute société occidentale où il y a des personnes noires. Et j'ai adoré ce chapitre parce que, en fait, la façon dont elle te décrit ça, tu sais que elle a vécu des choses. Et tu imagines... en tout cas, moi, la façon dont elle expliquait ça, je pouvais imaginer ce qu'elle avait vécu et je me suis dit, girl, I love you. Et en plus, je l'écoute en anglais, et en anglais, c'est encore plus drôle parce que elle t'implique une sorte de mimique et de slang qu'elle rajoute, et t'es en mode, la façon dont t'expliques ça,
c'est juste un moment. Notamment, elle te parle par exemple des personnes noires qui sont très investies dans les causes qui concernent le continent et toutes les causes noires. En français, on appelle ces personnes-là de manière péjorative les Wakanda ou les soldats Wakanda. Je crois que c'est le terme, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est une appellation qu'on utilise en français de manière péjorative pour parler de ces gens-là. Et elle en parle dans son livre. Et la façon dont elle décrit ça, c'est juste trop. Déjà, c'est très drôle. C'est très intelligemment raconté et explicité avec des exemples très bien faits. Elle te parle des personnes noires qui font tout pour se rapprocher des personnes blanches américaines, dans leur façon de parler, dans leur façon de se différencier, dans leur façon, entre guillemets, limite, de rejeter leur côté noir. Et ça, c'est en mode, girl, I love it. Elle te parle aussi des nerds. J'ai adoré ce moment-là. Des nerds, des geeks, enfin bref, ces gens noirs qui sont un peu les rejetés de la société. Et moi, bon, là, c'est une petite dédicace pour un pote à moi que je kiffe shader parce que c'est un geek et c'est un nerd. Et that's fine, ok? That's fine. C'est juste que à chaque fois, j'adore dire pourquoi t'es aussi un geek? Bref, j'ai un malin plaisir à me moquer de lui. Alors, c'est pas cool parce que en vrai, j'aime bien les geeks. Je trouve qu'on a tous besoin d'avoir un ami geek, tu vois. C'est comme on a tous besoin d'avoir un juriste dans son cercle d'amis. On a tous besoin d'avoir un médecin. Eh ben, on a tous besoin d'avoir un geek. C'est la vérité. Et en fait, bref, je ferme la parenthèse. Elle te décrit ça. Et c'est tellement bien décrit. Et c'est vraiment le chapitre pour moi qui m'a vraiment fait basculer dans le livre, où j'ai vraiment apprécié Issa parce que je trouve qu'elle a cette façon de... Déjà, elle observe vraiment. Tu te rends compte dans son livre que je comprends pourquoi elle a fait une série à succès, parce que c'est quelqu'un qui a une façon d'observer le monde qui l'entoure qui est juste waouh. Parce que tout le livre qu'elle te raconte, en fait, c'est ce qu'elle a observé dans les dynamiques entre son père et sa mère, les dynamiques entre sa fratrie, les dynamiques avec sa famille au Sénégal, les dynamiques avec son groupe d'amis qui la prennent un petit peu pour la noire de service. Ah, mais vas-y, il faut que tu danses. Elle le dit d'ailleurs dans le chapitre d'après, qui s'appelle When You Can't Dance, où elle est invitée à une soirée parce qu'elle a voulu faire la belle qui sait danser. Et en gros, on la prend un peu pour une bête de foire où on attend qu'elle danse, quoi. Parce que... vous le savez bien, c'est ironique bien évidemment, tous les noirs savent danser, ce qui n'est pas son cas d'ailleurs. Mais bref, elle t'explique dans son livre ces moments-là, et je trouve que la façon dont elle décrit ça, pour moi, ça traduit d'un don de l'observation. Parce que la façon dont elle décrit chaque moment dans son livre, tu te rends compte qu'elle observe tout en fait. Et je me suis dit, je comprends pourquoi pourquoi Insecure tu l'as fait de telle façon, parce que vraiment son livre pour moi met en lumière le don d'observation de Issa et le don de raconter aussi sa propre histoire avec ce côté humoristique de des choses parfois qui sont pas du tout drôles. Quand elle te parle du divorce de ses parents, son père est parti avec une autre femme, quand elle t'explique comment son père lui a présenté son autre femme de manière totalement irresponsable, elle réussit à te raconter ça de manière pas dramatique, tu vois. Il y a beaucoup de scènes qui pourraient être racontées dramatiques dans son livre, mais à chaque fois, Issa trouve le moyen de te la raconter de manière humoristique, tout en gardant le truc sérieux, avec le ton parfait. Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve tout au long de son livre et que j'ai trouvé très agréable, notamment parce que c'est en version audio et donc tu as l'intonation et l'émotion qu'il faut dans la voix que tu sens. Donc vous avez mon chapitre préféré, donc ABG Guide. Ensuite il y a le When You Can Dance. Moi ça m'a trop fait rire parce que franchement il faut qu'on le dise à un moment donné, il y en a marre en fait des gens qui pensent que quand t'es noir tu dois danser à toutes les sauces. Arrêtez ça, arrêtez d'importuner vos amis comme ça, stop. Vraiment c'est gênant pour tout le monde, pour vous, enfin bref. Anyways, après elle te fait un chapitre sur les cheveux, la hiérarchie des cheveux, et ça c'est juste trop drôle. Enfin drôle. Moi, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait rire, mais c'est pas très drôle, mais c'est drôle quand même, sur comment, forcément, vous connaissez, quand plus tes cheveux sont, entre guillemets, afro-crépus, moins c'est hype, et plus tes cheveux sont un peu loose et curly, voire droit, mieux c'est. Elle t'explique que cette hiérarchie et cette dictature dans les cheveux, quand t'es une femme noire, elle te parle aussi de l'affection. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup touchée. C'est du fait qu'elle a vécu dans un cadre familial où elle ne voyait pas beaucoup de signes d'amour entre ses parents. C'est-à-dire, quand j'ai de signes d'amour, c'est pas que ses parents ne s'aimaient pas. Bon, même si, à mon avis, ils ne devaient plus s'aimer vu qu'ils ont divorcé, mais ça, c'est expliqué dans le livre. Le fait qu'elle ne voyait pas autour d'elle
ses parents s'embrassaient par exemple, ou se dire des mots d'amour, ce genre de choses. Et que du coup, dans sa fratrie, que ce soit avec son grand frère et tout ça, il ne se disait pas des mots d'amour. Pourtant, il savait qu'ils s'aimaient. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé quand elle raconte dans le livre, parce que moi, je suis afrodescendante, je suis de famille africaine, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu un truc qu'on retrouve beaucoup dans certaines histoires de personnes qui sont afro. C'est ce côté où, ouais, je sais que j'aime ma mère et mon père, je sais que j'aime mon frère, ma soeur, mais on se le dit pas. Et ça, c'est un truc où, enfin, quand elle raconte dans le livre à plusieurs moments, je me suis rendu compte que c'est un truc qu'il faut briser en fait. Moi, j'estime qu'à un moment donné, l'amour, c'est bien de le savoir, mais c'est bien de le montrer. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a... C'est quelque chose dans son livre qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est de se dire, oui, et montrer aux gens qu'on les aime, c'est important. Après, c'est vrai que les codes occidentaux, parce que moi, j'ai grandi en France, dans les codes européens, tu montres que tu aimes ton chéri ou ta chérie en l'embrassant, en offrant des fleurs. Je pense pas que c'est forcément la seule façon de montrer des signes d'amour, mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est important de montrer qu'on aime ses proches. Et son livre me l'a bien rappelé. Parce que déjà, la vie, elle passe vite, les gens peuvent mourir, etc. Enfin bref. Et dans son livre, elle explique vraiment ce paradoxe-là. Et elle rigole beaucoup. Et d'ailleurs, elle parle beaucoup parfois du poids de la culture africaine dans sa vie. J'aime beaucoup aussi quand elle te raconte ses vacances au Sénégal, la vie au Sénégal, comment elle gère en fait sa double culture, parce que son papa est sénégalais, sa mère est afro-américaine, mais même si les deux sont noirs, il y a quand même une différence culturelle, et elle t'explique comment elle gère ça. Elle t'explique comment, ça c'est un truc, c'est un petit spoil que je fais du livre, mais c'est tellement drôle, comment une fois elle est partie en boîte de nuit avec un gars, qui se sont embrassés, et que les policiers au Sénégal les ont chopés, les ont engueulés, et les ont menacés de les mettre en prison. La manière de raconter ça, j'étais juste pétée de rire. Je me suis dit, non mais Issa, c'était juste mort de rire. Et j'étais juste claquée de rire, quoi. Et en fait, Issa, dans tout son livre, c'est des moments de sa vie qui sont drôles. Et en même temps, un peu, t'es en mode... Et c'est une fille vraiment qui... Enfin, moi, en tout cas, en lisant son livre, je me suis dit, c'est une fille qui est cool. Et c'est une fille avec qui j'aurais pu être amie, genre for real. Je pense que on se serait connus dans la vraie vie. Je pense qu'on aurait grave pu être copines, parce que déjà, en termes de background de vie, elle a un background de vie que j'aime bien. C'est-à-dire, elle a son papa et sa maman qui travaillent. Ils sont pas... Enfin, je veux dire, c'est pas une fille qui vient d'un ghetto, qui vient d'un HLM, qui vient de... Non, elle vient de parents plutôt, comme je dis, classe moyenne haute. Plutôt même haute. Son papa, il est médecin. Sa maman, elle est professeure. Ses deux parents, ils essaient de la mettre avec sa fratrie dans un cadre de vie plutôt... plus que correcte, voire privilégiée. Elle va dans des bonnes écoles. N'oublions quand même pas, pour ceux qui ne le savent toujours pas, que Issa Rae, elle sort d'une Ivy League. Elle sort de Stanford. Donc Stanford, c'est une très très bonne école aux États-Unis. Donc, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans son livre. C'est de voir que, même si ses parents, après, tu vois qu'ils sont divorcés, ses deux parents, et elle se moque d'ailleurs de ses parents du fait qu'ils font tout pour la mettre dans des établissements privilégiés, et lui font faire enfin sa mère notamment, qui fait tout pour lui faire des hobbies entre guillemets qui vont la distancier de la racaille et du ghetto. J'ai trouvé, c'est des choses qui m'ont beaucoup touchée et qui m'ont beaucoup fait penser à ma propre famille, enfin mes propres parents, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, de voir comment tout au long de sa vie, de son livre, il y a vraiment cet effort de ses parents d'apporter les meilleures valeurs possibles à leurs enfants. Et d'ailleurs, elle t'explique comment ses parents, ils ont une critique très acerbe du rap, parce que justement aux États-Unis, ceux qui faisaient du rap, du hip-hop, c'était des gangsters, et ils voulaient pas que leurs enfants soient comme ça, tu vois. Et elle t'explique le fait que c'est son père notamment, c'était important que ses enfants au Sénégal, parce qu'il voulait justement que ses enfants, ils ne s'égarent pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé lire tout au long du livre, de me dire qu'elle vient quand même d'un background familial où il y a des parents qui font tout pour apporter le meilleur à leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement, et là, c'est avec ma sensibilité, c'est que je trouve ça... J'ai toujours une appréciation, il y a un profond respect quand des parents font tout pour apporter le meilleur à leurs enfants. C'est quelque chose qui, moi, me touche profondément. C'est quand des parents assument la responsabilité de parents. C'est-à-dire, tu as mis au monde tes enfants, mais tu fais tout
à ton niveau pour que tes enfants aient le meilleur. Et ça, c'est quelque chose que tu ressens beaucoup. Même l'amour de ses parents, tu le ressens beaucoup pour leurs enfants. Même après le divorce, elle t'explique comment le divorce de ses parents, elle a mal vécu, comment elle en a voulu à son père, le fait qu'elle n'a pas aimé sa belle-mère pour des raisons qui sont légitimes. À la fin de l'histoire, c'est pas ta mère, quoi. Mais elle t'explique quand même comment son père a tenté de continuer d'assumer financièrement sa scolarité. Et ça, c'est quelque chose que je me suis dit, I love this. Donc, c'était un truc qui était très agréable à lire tout au long du livre. Elle te parle de ses relations avec son père. C'est très drôle. Il y a un chapitre aussi. Donc, mon premier chapitre iconique, c'est Public Connecting with Other Blacks. Mon deuxième chapitre préféré, c'est When You Can Dance. J'ai trop rigolé à ce moment-là. Et mon troisième chapitre préféré. Alors, ce chapitre, il n'est pas censé être drôle, mais moi, il m'a cassé de rire, il faut dire la vérité. C'est le chapitre qui s'appelle ABG Guide, Black Woman and Asian Man. Oh là là. Alors, ce chapitre, moi, il m'a fait rire. Il m'a beaucoup fait rire parce que c'est du grand Issa, quoi. Donc, il s'arrête dans son livre, voilà. C'est-à-dire que dans le chapitre précédent, on parlait de Dating Lessons and Summer Lust. Donc, elle te parle de sa vie, de sa vie de jeune étudiante, de comment elle vit ses relations amoureuses en tant qu'étudiante, etc. Et dans ce chapitre-là, tu sais pas pourquoi, j'ai pas compris d'où ça sortait, Issa elle te sort en fait des datas ethniques des femmes noires, en fait, dans les relations, parce que les femmes noires sont les femmes qui sont les moins mariées aux États-Unis. Elle te sort des datas que j'ai plus là en tête, et elle te sort des datas similaires pour les hommes asiatiques. Et dans son livre, elle te parle des hommes coréens, pour être plus précis. J'ai tellement rigolé sur ce chapitre. Et je me suis dit, Issa, I can't about you, girl. I just can't. You're so funny. Et là, je rigole, mais là où je trouve qu'elle a fait une analogie qui était assez intéressante et assez osée d'ailleurs, elle te dit, vu qu'en gros, hein, je caricature à ce fuck, mais il faudrait l'écouter, le lire, elle dit en gros, les femmes noires et les hommes asiatiques, enfin, elle parle des Coréens, je pense, dans son livre, vous avez qu'à sortir ensemble, en fait, parce qu'en gros, vous êtes les deux, entre guillemets, rejetés de votre communauté. Pour les femmes noires, les hommes de votre communauté ne vous veulent pas. Et pour les hommes asiatiques, les femmes de votre communauté, I get away with anyone, mais pas vous. Donc, sortez ensemble, comme ça, vous serez tous les deux happy. Et elle pousse son raisonnement très loin, et c'est très intelligemment fait. Là, je vous raconte ça fait... Mais dans le livre, c'est très intelligemment fait parce que elle te sort des datas, et elle va même très loin. Elle te va sur un truc où je me suis dit, mais meuf, I love you, girl. Elle va sur le truc où elle te parle du fait que les femmes noires, souvent, sont plus éduquées que les hommes noirs, que souvent, les femmes noires, elles réussissent mieux leur vie professionnelle, et que c'est le même cas pour les hommes asiatiques. Enfin, elle te fait elle te présente quelque chose qui est intéressant à étudier. Et franchement, je me suis dit, girl, ok. Donc, c'est un chapitre qui m'a beaucoup fait rire. Et pourquoi ce chapitre est intéressant? Pourquoi je vous en parle? Parce que, outre le côté statistique et le côté juste fun, si tu as regardé Insecure, vous savez que du coup, il y a un personnage asiatique qui est Andrew, qui est le copain de Molly. Molly qu'on déteste tous. Enfin, en tout cas... Beaucoup la détestent, beaucoup l'aiment. En tout cas, Molly nous a tous fatigués. Il faut dire la vérité, Molly, tu nous sors des yeux. On n'en peut plus de toi. Hein? Please, get a life. Put yourself together. Bref, là, je fais une parenthèse, mais Molly, c'est un peu le personnage. Pour ceux qui ne connaissent pas Insecure, je vais vous présenter Molly. Molly, en fait, c'est censé être la meilleure amie de Issa Day dans Insecure. Mais c'est la nana qui nous saoule, en fait. Pourquoi elle nous saoule? Parce que elle est problématique, elle est égoïste, elle a plein de problèmes, elle est un peu, c'est une drama queen, voilà, c'est quelqu'un, elle est très dramatique, voilà qui est Molly. Et la nana clairement n'arrive pas à avoir des relations amoureuses qui tiennent la route. Et c'est elle le problème, hein. Qu'on parle français, pour une fois c'est pas les hommes, c'est vraiment elle le problème. Dites-vous que la go elle va en thérapie parce qu'elle sait qu'elle a un problème, moi sa thérapeute. Moi, à ce moment-là, j'ai dit, ok, Molly, tu es une cause perdue. Cependant, c'est un personnage que moi, j'aime bien aimer et détester à la fois. Parce que je trouve, et ce n'est que my personal opinion, je trouve qu'elle représente bien un certain type de femme noire. C'est-à-dire, il y a des femmes, pas toutes, hein, je lui dis bien un certain type. C'est-à-dire, genre de go, she's a boss. C'est-à-dire, Molly, professionnellement parlant, c'est la
elle a une très belle vie professionnelle. Elle a une carrière en place, elle a une vie en place, elle est belle, elle est vraiment belle, elle prend soin d'elle. Mais she's fucked up. Genre, dans sa tête, ça va pas en fait. Genre, la go, elle a un problème. Et elle croit que parce qu'elle réussit professionnellement, elle n'a pas de problème. Et ça, je trouve que ça caractérise beaucoup de femmes noires. Et même de femmes en général. Moi, je parle de femmes noires parce que là, je suis une femme noire. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que parce que leur vie professionnelle est on flic, elles sont on flic. Non, en fait. Et Molly, c'est vraiment... elle pousse ce truc-là à l'extrême et c'est insupportable à voir à l'écran, mais c'est en même temps nécessaire parce que c'est la vérité de beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui pensent parce qu'elles sont des Olivia Pope, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai mon PhD en je sais pas quoi, je gagne tant de je sais pas quoi, j'ai ma propre entreprise, c'est bon, je suis complète. Mais non, en fait, tu peux avoir une carrière au top, mais être la personne la plus exécrable, ne pas être une bonne amie, parce que Molly n'est pas une bonne amie, ne pas être une bonne copine. Molly n'est pas une... Enfin, c'est pas le genre de nana que tu aimerais recommander à un frère, à un cousin, à un ami. Elle est juste... Bref. Whatever. Et du coup, je ferme sur Molly. Molly sort du coup avec Andrew, qui est un personnage asiatique. Et du coup, ce chapitre dans le livre, je trouvais qu'il était assez intéressant parce que du coup, j'ai compris pourquoi ce personnage était dans la série. C'est-à-dire que moi, enfin, j'ai pas de soucis avec... des personnages asiatiques dans des séries afro-américaines, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est assez un peu new pour moi. C'était la première fois que je voyais ça. Et surtout, la façon dont il est dépeint dans Insecure est assez intéressante parce que c'est un gars qui est en place en fait. C'est-à-dire que le gars, il a sa carrière, il a une personnalité, il sait ce qu'il veut. Et face à la Messi Molly, le gars, il tient tête en fait. Et je me suis dit, bah, c'est cool en fait que dans une série comme ça, tu dépeins un personnage asiatique qui soit pas en mode... non, qui ait une vraie personnalité. D'ailleurs, moi, j'attends de voir... Enfin, j'ai tellement d'expectations pour le couple Molly et Andrew. J'espère grave qu'ils vont se remettre ensemble. J'espère grave que ça va aller bien. Enfin, j'ai trop d'espoir. J'espère que Issa ne va pas me décevoir parce que sinon, là... Anyways. Bref, donc... voilà en quoi ce chapitre j'ai trouvé assez intéressant. Et d'ailleurs, ce chapitre... qui est très court, hein, comme je vous dis, le chapitre Black Woman et Asian Man, c'est un chapitre très court, mais ce chapitre m'a beaucoup fait réfléchir, parce que je me suis vraiment posée. Moi, il faut savoir que, je vais en longueur, mais c'est important. Moi, quand je lis un livre, et c'est pour ça que j'ai du mal à lire des livres et à commencer, parce que je suis quelqu'un, mon cerveau va trop loin en fait. J'arrive pas à juste lire un livre et c'est fini. Moi, quand je lis un livre, je me pose. Il faut que j'aille faire des recherches. Il faut que ça me fait voyager dans plein de trucs. Et moi, quand j'ai écouté ce livre audio, ce petit chapitre qui est tout petit, il faut savoir qu'il dure quoi ? Il dure 3 minutes. Même pas 3 minutes 24, alors qu'il y a d'autres chapitres qui durent beaucoup plus longtemps. Il m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, mais c'est vrai que quand je regarde dans les films que j'ai vus, j'ai rarement vu des films qui displayent à l'écran une relation sentimentale avec des personnages féminins noirs et des personnages masculins asiatiques. C'est pas quelque chose que j'ai vu à l'écran. Je ne dis pas que ça n'existe pas, juste que je ne l'ai jamais vu. À part Insecure où je l'ai un peu vu, je le vois pas. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que ce serait intéressant que pour l'avenir, on nous montre aussi d'autres types d'amour. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans l'épisode avec Joe Felaga quand il est passé au comptoir. Ça s'appelle Amour responsable. J'avais déjà évoqué ce sujet-là. Je pense qu'il est temps qu'on commence à montrer divers types d'amour à l'écran pour les femmes noires. Je trouve que personnellement, le Black Love, c'est bon. On en a vu. C'est pas assez pour certains, mais ça va. L'amour interracial entre une femme noire et un homme blanc, je crois qu'on en a trop vu. Enfin, pour moi, j'en ai trop vu dans la vraie vie, dans le cinéma. Et je sais pas, ça ne me fait pas autant kiffer. Enfin, c'est bon, c'est vu, c'est revu. Je pense qu'il est temps d'explorer au niveau film d'autres types d'amour. Une femme noire avec un homme asiatique. Et quand je dis asiatique, c'est large. Ça peut être Inde, ça peut être Taïwan, Philippines, Japon, Chine, Corée. Enfin, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire là-dessus. Surtout que je pense que ça peut être vraiment des vrais challenges en termes culturels. Il y a aussi, j'aimerais voir des histoires d'amour femmes noires avec femmes de Middle East. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus aussi. Et même entre différentes cultures afro. Parce que c'est vrai que quand on dit afro,
bah, ça veut tout dire et rien dire. Je pense que une histoire d'amour entre une femme noire qui a vécu peut-être en Occident avec quelqu'un qui a vécu en Afrique, ça serait super intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. Ou une personne afro qui est d'un pays francophone avec avec un gars d'un pays anglophone, afro ou lusophone. Et je pense qu'il y a tellement de love stories qui sont pas assez explorées. Je parle d'un point de vue occidental. Hein, voilà. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, j'adorerais les découvrir. Donc, c'est en ça que j'ai trouvé ce chapitre assez intéressant et j'ai encore mieux compris la relation de Molly et Andrew et pourquoi ce personnage est là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, euh, j'ai honte d'avoir fait ça, mais bon, on est au comptoir, on peut quasiment tout se permettre. Moi, cet acteur, à chaque fois, et je suis pas fière, hein, et d'ailleurs, je m'en excuse d'avance à ceux que je vais offenser, je l'appelais l'asiatique. Et grâce au livre de Issa, je me suis dit, non mais Cynthia, tu peux pas continuer à appeler un acteur. Le gars, il a un nom, va chercher son nom. Et à cause du livre d'Issa Rae, je suis allée chercher son nom. C'est-à-dire que moi, je ne connais, jusqu'à lire le livre d'Issa Rae, je ne connaissais pas le nom de ce gars. Je l'appelais, ouais, tu sais, le gars dans Insecure, là, l'Asiate. Je l'appelais comme ça. J'ai dit, mais non, Cynthia, c'est pas cool. Toi, t'es fatigué quand les gens, ils appellent quelqu'un la noire, tu fais la même chose. Come on. Et du coup, à cause du livre d'Issa Rae, je suis allée chercher le nom de cet acteur. Donc, cet acteur, il s'appelle Alexander Hodge. J'espère que je dis bien son nom. Il est australien de nationalité, son papa est irlandais et sa maman, elle est chinoise. Voilà, comme ça vous saurez et on mourra moins bête tous. Parce que moi, je ne savais pas comment s'appelait cet acteur, je ne savais même pas qui il était et maintenant, on sait. Donc voilà, et il est dans Insecure et voilà, et il vit aux États-Unis. Très bien. Maintenant, mon dernier chapitre que j'ai kiffé de ce livre, forcément, c'est c'est d'ailleurs le dernier chapitre du livre, ça s'appelle ABG Guide When Coworkers Attacks. Seigneur Jésus-Christ. Alors ce chapitre, c'est mon chapitre préféré parce que ça te parle du monde du travail et il s'arrête, décrit en fait le monde du travail en fait. En tant que femme noire, surtout quand tu es une femme noire et que au travail tu travailles avec des personnes qui sont caucasienne. J'ai adoré ce chapitre. J'ai trouvé qu'il était ultra bien décrit. Elle te parle des gens qui gossipent au travail. J'ai trop rigolé parce que franchement, il faut dire la vérité. Il y a toujours, je sais pas vous, mais au travail, je parle pour les salariés là pour le coup, t'as toujours la nana, tu sais pas pourquoi sa vie c'est de gossiper. Tu sais pas pourquoi. C'est elle qui va te ramener tous les juices. Tous les juices. Enfin, t'as toujours une nana comme ça. Et c'est vrai que dans tous mes tafs, il y a toujours la nana. On sait que c'est la go. Moi, j'appelle ça la machine à café humaine. Tu vas vers elle, t'as toutes les infos. Qui fait quoi avec qui, bref. Et ça, elle en parle dans le livre, c'est trop drôle. Elle te parle aussi... et ça, c'est un peu tragique et dramatique parce que dans tous les tafs, il existe ce genre de nana. De la nana qui est dans la boîte depuis limite la création de la boîte. Qui sait tout faire, qui a plein de skills, mais qui n'est pas monté en fait dans la hiérarchie. Et qui peut se retrouver frustré, et qui peut se retrouver parfois même, entre guillemets, enfin, c'est pas forcément dit comme ça dans le livre, mais qui peut parfois se retrouver en concurrence avec les newbies et tout ça. Et c'est un truc que j'ai trouvé très tragique parce que au taf, il y en a plein des gens comme ça. Des gens qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. J'ai même rencontré quand j'étais stagiaire, une nana, ça faisait 20 ans qu'elle était dans la même boîte. Comptable, la nana, elle était au même poste. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire. C'est la meuf qui... Parfois, c'est elle qui aide les PDG, qui aide tout le monde, qui forme tout le monde. Elle est au même poste. La paie n'a pas évolué de ouf. Et tu sens qu'elle est un peu bitter, you know, un peu aigrie, quoi. Et ce chapitre m'a beaucoup giflé parce que ça m'a rappelé l'importance d'évoluer professionnellement à un moment donné, de savoir quitter. Et d'ailleurs, elle est très petty à un moment donné dans ce chapitre parce qu'elle t'explique comment, quand elle a quitté et qu'elle a commencé à avoir un moment d'évolution dans son travail, comment elle est partie checker pour voir si la salariée qui était encore dans sa boîte quand elle était là, était encore là. Et guess what? Elle était toujours au même poste. Et j'ai trouvé ça très petty, mais je me suis dit, en fait, c'est la vie, quoi. c'est la vie. Et c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande de lire et même de prendre note. Parce que ça t'en dit... Enfin, là, je parle vraiment aux salariés, ça te
Ça te secoue et ça te rappelle qu'il faut évoluer. Donc voilà. J'espère que cette nouvelle revue du livre d'Issa Rae vous a plu. C'était un peu all over the place, j'ai l'impression. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir pu vous mettre des extraits audio des chapitres que je vous ai cités. Parce que copyright, hein, à un moment donné, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Issa. Et je respecte son travail. Mais j'ai trouvé que c'était un livre qui s'écoute, parce que je ne l'ai pas lu, mais je l'ai écouté très rapidement, qui est assez sympa. Et en tout cas, de ma perspective, qui te permet de comprendre encore mieux Issa, de comprendre d'où elle vient et d'apprécier encore mieux Insecure. Parce que je trouve que... je vous ai parlé de l'histoire du dating entre les femmes noires et les hommes asiatiques, mais il y a plein d'autres petits points où tu comprends d'où vient Issa. Notamment la partie où elle te parle du monde du travail, tu comprends très bien pourquoi. Tu comprends mieux la saison 1, par exemple. Tu comprends pourquoi, bon là je vais faire un spoil, donc je suis désolée, mais tu comprends pourquoi à un moment donné dans la série Insecure, Issa dit, elle quitte son poste et elle essaie de créer son propre truc toute seule. Et aussi, dans le livre, j'en ai pas parlé, ça c'est très important, Issa, elle t'explique de pourquoi elle a voulu être dans le monde du cinéma, et elle te décrit en fait une pensée qu'elle a eue par rapport à un film qui a gagné beaucoup de prix à l'époque. Ça s'appelle Precious. C'est un film aux États-Unis qui est inspiré d'un livre qui s'appelle Push by Safir. C'est un film en fait qui te raconte une histoire assez dramatique, hein, clairement, d'une femme noire, d'une femme afro-américaine qui a été enceintée par son père, vous voyez un petit peu, et qui a été abusée par sa mère. Et en plus de ça, qui est en surpoids. Je dis pas qu'en surpoids c'est un problème, mais ça fait beaucoup cumuler par rapport au personnage. Et qui se bat pour réussir. Et en fait, Issa Rae, en fait, elle te parle de comment ça l'avait agacé ce film, et elle t'explique en fait son agacement du fait que dans le cinéma, quand on te display à l'écran des femmes noires, c'est jamais pour les displayer de manière un peu légère, un peu tranquille, mais c'est toujours pour displayer leur souffrance, comme si c'était quelque chose qui satisfaisait. Elle te parle des personnes blanches, et j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle parle de ça, parce que une fois de plus, Issa Rae l'a explicité dans son livre beaucoup mieux que moi, et beaucoup plus intelligemment que moi. Mais ça m'a fait rire parce qu'une fois de plus, quand elle explique ça, j'ai l'impression une fois de plus qu'elle a traduit mes mots pour mots, une pensée que j'ai toujours eue par rapport à comment sont représentées les femmes noires au cinéma, quoi. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et elle t'explique aussi le monde du cinéma, comment il fonctionne, les difficultés qu'elle a eues à faire connaître ses projets, quand elle allait taper aux portes, tout ça. Donc, c'est un livre que je recommande vraiment, surtout aux fans de Insecure. Vraiment, si vous aimez Insecure, je vous recommande de lire ce livre. Si vous voulez... si vous aimez bien Issa Rae en tant que, voilà, par rapport à ce qu'elle fait, lisez ce livre. Vous allez vraiment encore mieux l'apprécier et comprendre d'où elle vient. Mentalement parlant, hein, je veux dire, en termes de psyché, je trouve que tu comprends mieux, en fait. Tu comprends mieux comment elle fonctionne. Et moi, j'aime bien son côté un peu awkward, quoi. J'aime bien ce côté-là. Et je pense que, même si je suis pas une nerd, je pense qu'on aurait été de bonnes copines si on s'était connus dans la vie ado. Parce que I was awkward at first. J'étais trop bizarre ado. J'étais. Je parle de ça au passé. J'ai toujours été quelqu'un de bizarre. Et je trouve qu'on aurait été trop bien bizarre ensemble, elle et moi. Moi, à la fin de ce livre, quand je l'ai fini, je me suis dit, putain, pourquoi je t'ai pas connue plus tôt, quoi. C'est le genre de copine que j'aurais aimé avoir plus jeune, en fait. Parce que moi aussi, j'ai vécu dans des établissements à majoritairement blanches, avec des personnes qui sont plutôt de classe moyenne haute, voire très haute. Et il y a plein de choses qu'elle racontait où je voyais tellement parfaitement ce qu'elle voulait dire. Et même quand elle parle de sa mère qui essaie de lui faire des choses pour se distancer, je sais que moi, ma mère, ça a été pareil. Ma mère, c'est quelqu'un qui a toujours eu un mépris déjà pour tout ce qui est le monde de la musique, parce que pour elle, bref, mon père pareil. Et c'est vrai que quand on parlait de rap, ah non, ma mère, elle dit toujours, non mais vos histoires de rap là, non, hein, là c'est histoire des racailles, non. Enfin bref, même certains sports, ma mère, il y a des sports que je ne citerai pas ici, qu'elle trouvait que elle voulait pas qu'on fasse. Dieu merci, j'ai jamais été une fille très sportive. Je rigole, mais ça m'a bien fait rire.
Et j'aime beaucoup, en fait, lire l'histoire d'une personne qui a une histoire de vie un peu plus classique, pas dramatique. Enfin, et j'aime voir une femme comme Issa réussir. Je trouve moi, j'ai besoin de voir plus de femmes noires réussir sans forcément avoir vécu tous les dramas de la Terre, quoi. J'en peux plus. Et c'est en ça que ce livre, je l'ai trouvé intéressant et nécessaire. Donc voilà mon apport par rapport à ce livre. Je vous recommande de le lire, notamment avant de commencer Insecure, comme ça vous kifferez encore mieux. D'ailleurs, est-ce que pour ceux qui sont fans d'Insecure, vous avez hâte de suivre la nouvelle saison? Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, je pense que ce livre va vous motiver à le regarder. Et voilà. Je vous remercie de votre écoute. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite un bon dimanche. Et à la semaine prochaine pour notre prochaine interview. Bye! Ah oui, comme d'habitude j'oublie. N'oubliez pas, partagez cet épisode, mettez des commentaires sur Apple Podcast pour la team Apple, sur YouTube, sur Instagram et pour les plus corporate via email. Et si vous souhaitez, vous pouvez être un mécène via le Buy Me a Coffee et vous pouvez me faire même m'acheter un petit café quoi. 5 €, 10 €, whatever, le choix est le vôtre. Bye. Notamment, je l'ai là sur mon chevet d'ailleurs, ça s'appelle Les 4 accords Toltec. Donc c'est un livre très connu, rien de bien nouveau. J'ai essayé de le lire en anglais, en audio, en français, en audio, je n'ai pas réussi. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai pas réussi, à tel point que cet été, j'ai dû l'acheter en papier, quoi. Donc là, il est à mon chevet, il faut que je le termine d'ailleurs. J'ai pas réussi, quoi. Il y a un autre livre que je garde pour des raisons privées, parce que c'est un livre qui est un peu moins mainstream et que j'ai pas envie de partager, mais pareil, avec des concepts et tout, j'ai essayé de le lire en audio, impossible, quoi. Donc je me retrouve à devoir l'acheter, à devoir l'importer, je sais pas, des États-Unis ou quoi que ce soit, parce que j'arrive pas à le lire en audio. Donc moi je vous dirais que ça dépend des livres en fait, et ça dépend de votre personnalité. Moi je suis quelqu'un, je suis visuel. Voilà, moi je suis quelqu'un de visuel et après auditif. Mais j'ai un gros penchant pour le visuel avant d'être auditif. Ce qui veut dire qu'il y a des concepts ou certaines choses où j'ai besoin de voir. Moi, par exemple, moi, je suis incapable de faire... tu m'expliques certains concepts économiques ou financiers un peu compliqués. Si je n'ai pas de schéma devant moi, tu sais que tu vas te taper la tête contre un mur avec moi. Parce que je vais te poser la même question 20 fois de manière différente parce que je ne vais pas comprendre. Alors que si j'ai un schéma devant moi ou des écritures, tu sais que je vais mieux comprendre. Ça va être beaucoup plus facile pour moi. D'ailleurs, il faut savoir que moi, par exemple, quand j'ai appris à faire du podcast, j'ai testé de lire des articles, ça marchait pas. Moi, ce qui a marché pour moi pour beaucoup de choses, c'est de regarder des vidéos YouTube avec des schémas, de les noter, etc. Donc, je dirais que ma personnalité fait que pour certains livres avec des concepts, j'ai besoin d'avoir la version papier, voire peut-être sur une tablette. Et pour certains livres, le lire comme ça en audio, ça passe. Pour le livre d'Issa, le lire en audio, ça passe. J'ai pas eu de soucis. Donc voilà. Donc je dirais que je sais pas quoi vous dire. Je pense que je suis plus papier pour des livres avec des concepts, etc. Par exemple, un cas typique, un texte religieux, je pense que je pourrais pas le lire en audio. Je pense que j'aurais besoin de... Soit je l'écoute en audio, mais j'ai un texte à côté à suivre. Mais voilà. Moi, je pense que je suis plutôt la Suisse, donc les deux. Ça dépend des deux. Et je trouve que l'avantage du livre audio, il faut quand même l'avouer, c'est que tu peux lire autant de livres que tu veux et t'as pas besoin d'aller à la bibliothèque ou de te faire commander tes livres sur Amazon pour les avoir chez toi. Donc en termes de place et quand tu voyages, en audio c'est facile. Pareil pour les livres que tu télécharges sur ta tablette, je trouve que c'est des gros avantages qui sont pas négligeables. Le papier j'aime bien parce que moi je suis un peu je rigole, mais bon, une puriste du papier, j'aime bien la sensation de tourner les pages, etc. Et je trouve que il y a des livres, il faut les avoir en papier. Tu peux pas les avoir juste en audio. Je prends un exemple. Pour moi, il y a des textes religieux, tu peux pas les avoir en papier. Tu peux pas les avoir en audio, pardon. Tu dois les avoir en papier. Moi, je me verrais mal
ne pas avoir un certain texte religieux qu'en audio ou en virtuel. Donc après ça c'est moi, hein, mes préférences, mais voilà. Voilà, je sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais voilà mon opinion là-dessus. Vous qui lisez ou qui tentez de lire, dites-moi, est-ce que vous êtes pareil que moi ou vous êtes plutôt à fond dans tout ce qui est livre audio ou plutôt livre via tablette ou plutôt vous êtes encore livre papier? J'ai hâte d'avoir vos réponses sur Instagram. Je ferai un poll, bref, sur Instagram. Donc voilà. Et voilà. Je vous remercie de votre écoute. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite un bon dimanche. Et à la semaine prochaine pour notre prochaine interview. Bye! Ah oui, comme d'habitude j'oublie. N'oubliez pas, partagez cet épisode, mettez des commentaires sur Apple Podcast pour la team Apple, sur YouTube, sur Instagram et pour les plus corporate via email. Et si vous souhaitez, vous pouvez être un mécène via le Buy Me a Coffee et vous pouvez faire même acheter un petit café quoi. 5 €, 10 €, whatever. Le choix est le vôtre. Bye. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune. Pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine.